Euh, Merci Haran, merci beaucoup, merci pour l'introduction et pour l'invitation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, comment dire, Haran, de limite de diffusion fractionnaire pour l'équation cinétique de Fokker-Planck. Donc ça représente l'un des principaux résultats obtenus durant ma thèse soutenue en octobre dernier au laboratoire Dieudonné à l'Université de Nice et sous la direction de Marjolin Puyol. Donc, tout est dans le titre que je vais expliquer en détail dans le premier point de ce plan-là. Donc, je vais suivre les traditions du TSMS. Donc, cette présentation est décomposée en deux parties. Alors, pour la première partie, donc, mon point de départ est l'équation cinétique suivante. Donc, c'est l'équation qui est là. Donc, c'est une équation aux dérivées partielles dont l'inconnu f, c'est une fonction, c'est une distribution positive ou une fonction positive qui représente la probabilité ou la densité de présence pour un ensemble de particules qui se trouvent en temps t à la position x avec une vitesse v. Donc, imaginez que vous avez un nombre immense de particules qui se baladent et qui rentrent en collision. Et après collision, alors, elles partent dans de nouvelles directions avec de nouvelles vitesses. Et donc, cette équation qui est là, elle vous donne la description de la densité d'un ensemble de particules. Généralement, les équations cinétiques se décomposent en deux parties. Donc, vous avez une partie transport ici qui, euh, qui veut dire que vous avez, en fait, ça représente le fait que les particules se déplacent dans des lignes droites avec une vitesse v. Et dans le second membre, vous avez un terme donné par cet opérateur Q. Et ça représente la source du mouvement des particules. Et donc, ça va dépendre de l'opérateur que vous prenez. Donc là, dans le premier slide, j'ai choisi de donner ou de présenter, de donner deux exemples d'opérateurs linéaires collisionnels sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse. Donc le premier, c'est l'opérateur de Boltzmann linéaire. Donc c'est un opérateur intégral donné par cette forme-là. Donc cet opérateur, il peut se décomposer en deux parties. Donc vous avez une partie gain ici, à gauche, et une partie perte à droite, ici. Sigma ici, c'est le noyau de collision et ça s'appelle la section efficace. Et donc cet opérateur, il modélise le changement en vitesse. Donc vous avez des particules qui rentrent en collision avec de grosses particules qui suivent un profil en vitesse donné par grand F ici. Et cette équation qui est là avec cet opérateur, c'est l'équation de Boltzmann linéaire. Sinon, pour le second exemple, nous avons l'opérateur de Fokker-Planck. Donc c'est un opérateur différentiel donné par cette expression-là et qui peut s'écrire comme Laplacien plus divergence d'un champ de force qui dépend de grand F. Et donc, c'est pour l'équation de Fokker-Planck, donc c'est cette équation-là avec cet opérateur, elle décrit de manière déterministe le mouvement brownien d'un ensemble de particules. Et dans les deux exemples ici, qui sont ici, grand F représente l'équilibre de l'opérateur ou l'équilibre de l'équation. Grand F, c'est donc l'équilibre, c'est une distribution positive qui est invariante par l'action de Q. C'est-à-dire il satisfait Q de F est égal à zéro. Et là, dans toute la présentation ou dans mes travaux, je m'intéresse à des équilibres de masse finie, c'est-à-dire des équilibres qui sont dans L1. Donc vous pouvez imaginer, c'est comme si je travaille avec des mesures de probabilité. Et aussi, avant de... Oui, un point important ici, c'est que si je considère les équilibres de masse finie, les deux opérateurs ici, ils ont un noyau de dimension 1 et il est engendré par l'équilibre. Par exemple, pour l'opérateur de Fokker-Planck, vous pouvez le voir ici, c'est un opérateur différentiel d'ordre 2. Donc vous avez deux éléments dans la base, donc vous avez deux fonctions dans la base, mais il n'y en a qu'une seule qui est, qui est intégrable, qui est dans L1. Voilà, donc avant de passer à la motivation, je vais vous donner quelques autres exemples classiques d'équations cinétiques. Donc le premier exemple ici, c'est le cas de l'équation de Vlasov. Donc pour l'équation de Vlasov, donc je retourne ici. Donc c'est une équation de ce type-là, où l'opérateur Q ici, il est donné par le produit scalaire entre un champ de vecteurs, qui est une force extérieure, scalaire gradient en vitesse de votre densité F.
Et par exemple, là, c'est comme si vous avez des particules qui sont soumises à une force extérieure donnée par le champ de force F. Et vous pouvez voir ça si vous écrivez les caractéristiques. Donc, je les ai mises ici. Donc, si on définit les caractéristiques en mettant le couple XV, solution de ce système de DO. Donc, vous avez la dérivée de la position, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, c'est 1 sur la masse fois la somme des forces extérieures. Donc, on peut noter ces forces-là par grand F et par les données initiales. Donc, si vous dérivez la fonction f par rapport à t le long des caractéristiques, vous allez trouver cette équation-là, qui est exactement l'équation de Vlasov. Et dans le cas particulier où vous n'avez pas de force extérieure, c'est-à-dire si vous prenez f est égal à 0, si vous revenez ici, ça veut dire que v est constante, donc vous retrouvez petit v, et dans ce cas-là, x de t, il sera donné par x plus vt. Et donc si la force est égale à 0, vous trouvez l'équation dtf plus v scalaire gradient x, v. Et ça, c'est le transport libre. C'est-à-dire que les particules se déplacent librement sur des lignes droites avec une vitesse v, sans aucune force extérieure. Sinon, on peut avoir des systèmes couplés avec les équations cinétiques. Par exemple, si par exemple la force F ici, c'est une force électrique, donc dans le cas par exemple des particules chargées, et que chargée avec une charge électrique et que cette force électrique, elle dérive d'un potentiel, c'est-à-dire elle s'écrit comme gradient d'une fonction phi. En plus, ou plutôt si de plus, votre potentiel phi satisfait l'équation de Poisson, c'est-à-dire Laplacien phi est égal à la densité ρ, où ρ c'est l'intégrale en vitesse de la distribution f. Là, on parle de système de Vlasov-Poisson, c'est-à-dire que vous avez un système couplé de deux équations, l'équation de Vlasov, qui est l'équation cinétique, avec l'équation de Poisson. Et la relation, elle est donnée par gradient phi est égal à E. Sinon, par exemple, au lieu d'un champ électrique, vous pouvez mettre un champ électromagnétique. Et si de plus, votre champ magnétique, électromagnétique, il satisfait les équations de Faraday, etc., les équations de Maxwell, là, on retombe sur le système de Vlasov-Maxwell. Et ainsi de suite. Donc, pour le système de Vlasov-Maxwell, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Haroun. Je pense qu'il connaît très bien ce système-là. Sinon, je vais terminer pour le dernier exemple que je vais présenter ici, c'est le fameux opérateur de Boltzmann. Donc, c'est un opérateur quadratique intégral. Cet opérateur, il modélise le changement de vitesse ou il vous donne une bonne description des particules. En fait, vous avez deux particules avec deux vitesses différentes, disons V' et V' étoile. Ces particules, elles rentrent en collision et après collision, elles partent dans de nouvelles directions, V et V star. Et cet opérateur-là, il vous donne une bonne description de la vitesse de ces particules. Là, on intègre sur la sphère qui représente l'ensemble de toutes les directions possibles que peuvent prendre les particules après collision. Et là, juste pour les notations, f' c'est f de v', f' étoile c'est f de v' étoile, etc. Donc, je vais pas en dire plus sur ces exemples-là. C'était juste pour vous montrer que on peut avoir pas mal d'exemples qui sont complètement différents. Chacun a son domaine de validité, chacun a son interprétation physique et sa modélisation, sa propre modélisation. Sinon, c'était beaucoup plus pour vous dire à quel point les équations cinétiques peuvent être complexes. Donc, ça, c'était pour passer à la motivation. OK, donc on a vu que dans les équations cinétiques, l'espace de phase est très grand. Donc vous avez 2D plus une variable pour le temps, des variables pour l'espace et des variables pour la vitesse. Typiquement, D est égal à 3, mais cette variable, c'est déjà beaucoup. De plus, généralement, les opérateurs de collision sont très complexes, ce qui rend l'étude numérique très coûteuse. Donc, quand cela est possible, ça serait bien d'approcher ces équations cinétiques par des équations ou par des modèles macroscopiques beaucoup plus simples. C'est-à-dire, on approxime les solutions des équations cinétiques par des fonctions qui sont solutions d'équations beaucoup plus simples. Donc, c'est ça l'objectif. Pour moi, ou pour cette présentation, les équations
ce que je veux dire par les équations plus simples, pour mon cas, ça sera des équations de diffusion ou diffusion fractionnaire, c'est-à-dire l'équation de la chaleur ou chaleur fractionnaire. Donc là, nous avons un point de vue numérique ou application. Et en plus de ce point de vue application, nous avons un point de vue théorique. Pourquoi? En fait, parce que le passage d'équations cinétiques aux équations macroscopiques, ça rentre dans le cadre des limites hydrodynamiques. Et les limites hydrodynamiques représentent une partie du sixième problème de Hilbert. Donc là, je vais dire un peu plus, je vais dire quelques mots sur le sixième problème de Hilbert. Donc l'action dans le sixième problème de Hilbert, la question, pardon, dans le sixième problème de Hilbert, c'est peut-on axiomatiser la physique? Ou autrement dit, peut-on établir les équations fondamentales de la physique à partir des lois de Newton? Dire loi de Newton, c'est dire un système d'équations différentielles. En fait, si vous avez un fluide, c'est-à-dire un liquide ou un gaz, il est constitué d'un nombre immense de particules, à l'ordre du nombre d'Avogadro, par exemple, 6, fois 10 puissance 23, etc. Donc, c'est un nombre immense de particules. Et si vous avez un nombre immense de particules, ou simplement un fluide, vous pouvez le décrire de plusieurs manières différentes. Vous pouvez le décrire d'une manière très précise, c'est à l'échelle, ce qu'on appelle microscopique, c'est-à-dire on suit le mouvement de chaque particule. Et donc chaque particule, on lui associe deux équations différentielles gouvernées par les lois de Newton. Et c'est les équations que j'ai présentées tout à l'heure. Donc imaginez que vous avez une seule particule. Donc on va suivre le mouvement de chaque particule et chaque particule, on va lui associer ou plutôt on va décrire sa position et sa vitesse. Donc, vous avez la première équation qui est la dérivée de la position est égale à la vitesse. La deuxième équation, dérivée de la vitesse, est égale à 1 sur la masse fois la somme des forces extérieures. Donc, pour une particule, vous avez deux équations différentielles. Donc, pour n particules, vous avez deux n particules, deux n équations différentielles. Donc, c'est vraiment un système énorme. Donc, ça, c'est très coûteux et c'est presque... en fait, ça c'est horrible au niveau d'application. Sinon, on a une autre approche, une autre description qui est plus simple par rapport à la première. C'est-à-dire, au lieu de suivre le mouvement de chaque particule, on se place un petit peu plus loin et on regarde un nuage de particules. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Donc, cette échelle-là, c'est entre le microscopique et le macroscopique. C'est une échelle intermédiaire. Et à l'échelle mésoscopique, on trouve les équations cinétiques. Donc, vous avez une densité de particules et qui vous donne quand même pas mal d'informations parce que vous avez déjà la position, vous avez la vitesse, etc. Et sinon, vous avez l'échelle macroscopique où vous pouvez observer, vous pouvez mesurer, etc., etc. Et donc, à cette échelle-là, on trouve les équations fondamentales de la physique. Donc là, vous pouvez mesurer les quantités, par exemple un champ de vitesse, la température, la densité, etc. Donc, le sixième problème de Hilbert, c'est le passage de systèmes de DO gouvernés par les lois de Newton vers les équations fondamentales de la physique ou les équations hydrodynamiques, c'est-à-dire Navier-Stokes, Euler, la chaleur, l'acoustique, etc. Donc le sixième problème de Hilbert, c'est dans cette flèche-là. Il paraît que c'est très difficile de faire le passage direct. Et donc l'une des façons pour répondre à cette question, c'est de faire le passage indirect, en passant par d'abord les équations cinétiques, et puis on passe des équations cinétiques vers les équations macroscopique. Alors, le passage des équations, ou plutôt le passage du système de DO vers les équations cinétiques, ça s'appelle, ça c'est le cadre plutôt des limites de champ moyen. Sinon, le passage des équations cinétiques vers les équations macroscopiques, ça c'est le cadre des limites hydrodynamiques. Et moi, je reviens au titre, ce que je veux dire par limite de diffusion fractionnaire pour l'équation de Fokker-Planck, c'est le passage de l'équation cinétique de Fokker-Planck vers l'équation de diffusion fractionnaire. Donc, ça rentre dans cette flèche qui est là. Et là, je vous ai mis une référence qui donne une réponse assez complète à cette question-là dans plusieurs directions. Et c'est pour le modèle de Boltzmann linéaire.
En fait, pour le modèle de Boltzmann linéaire, vous pouvez, dans cette référence, vous trouverez la réponse dans pas mal de directions, en fait. Ça donne le passage, en fait, ça donne une réponse à plusieurs flèches. Voilà. Sinon, au niveau macroscopique, les échelles de temps et d'espace sont très supérieures à celles du mésoscopique. Donc, nous allons supposer que les collisions sont très nombreuses et que l'échelle de temps correspondant aux collisions est très petite par rapport au temps d'observation. Et pour cela, nous allons introduire le paramètre epsilon, qui est le libre parcours moyen, et qui désigne le temps caractéristique entre deux collisions, ou plutôt, pardon, qui représente la distance caractéristique entre deux collisions. Et puis, on procède au changement d'échelle ou au changement de la variable vitesse et d'espace. Donc, nous allons poser t est égal à t' sur θ epsilon. A priori, θ de epsilon, c'est une fonction qui tend vers 0 et qu'on va déterminer après. On va poser x est égal à x' sur epsilon, etc. Donc, la solution de l'équation cinétique de départ, elle va dépendre de epsilon maintenant. Ici, on nommait les primes, donc vous oubliez les primes. Elle va satisfaire cette dp-là, qui dépend du paramètre epsilon. Voilà. Maintenant, formellement, j'insiste sur le mot formellement. Quand epsilon tend vers 0, on suppose que les termes qui sont ici sont bons, sont bien contrôlés, etc. Quand epsilon tend vers 0, ce terme-là, il va tendre vers 0. Ce terme-là, il va tendre vers 0. Et imaginez par exemple là que vous avez un opérateur linéaire. Vous pouvez l'imaginer comme soit Fokker-Planck, soit Boltzmann linéaire. Et donc, quand epsilon tend vers 0, on obtient 0 ici, et ce qui veut dire que f epsilon va converger vers un élément qui est dans le noyau de Q. Et comme je m'intéresse à des équilibres ou à des fonctions de masse finie, le noyau de Q est de dimension 1, il est engendré exactement par l'équilibre F, et donc ma limite, elle sera comme une constante par rapport à V, puisque l'équilibre, il dépend que de V. Donc, ça sera une constante par rapport à V, ce qui veut dire que ça sera une fonction par rapport à t et x. Et la question ici, quelle est la bonne échelle en temps, θ de epsilon, telle que la limite est non nulle? Donc, quelle est la bonne échelle en temps pour avoir une limite non triviale? Et dans ce cas-là, quelle est la fonction, ou pardon, quelle est l'équation satisfaite par ρ? Donc, notez que cette limite-là, elle dépend du changement d'échelle θ de epsilon. Elle dépend des propriétés de l'opérateur Q et elle dépend aussi de la nature de l'équilibre F. OK, donc moi, l'objectif, c'est de justifier le passage à la limite rigoureusement dans les bons espaces, trouver la bonne échelle en temps et trouver l'équation limite. Donc, c'est ça l'objectif de cette présentation. Et tout ça, c'est pour le modèle de Fokker-Planck. Alors, avant de, OK. Là, donc, je vais vous donner, ou je vais présenter un calcul formel dans le cas classique. Le cas classique, il correspond à θ de epsilon égale à epsilon carré. Donc là, je vais présenter quelques calculs formels juste pour vous donner une idée comment on peut dériver ou l'équation de diffusion à partir de l'équation cinétique. Donc, imaginez que θ epsilon est donné par epsilon carré. Et donc, on fait un développement formel de f epsilon. On va supposer que f epsilon s'écrit comme f0 plus epsilon f1 plus epsilon carré f2, etc., plus un reste. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter ce développement dans l'équation cinétique qui est là, et on va comparer les termes. On va prendre les termes du même ordre. Donc, si vous avez epsilon carré ici, là, le f epsilon, c'est f0 plus epsilon f1, etc. Donc là, je vais comparer les termes. Je vais prendre les termes d'ordre 0 ensemble, les termes d'ordre epsilon ensemble, les termes d'ordre epsilon carré ensemble, etc. Et donc, si je fais cette identification, je vais avoir les équations suivantes. Donc, je vais avoir Q de f0 est égal à 0. Donc, ça, c'est le seul terme qui ne contient pas de epsilon.
parce que là, vous avez déjà un epsilon, et là, vous avez déjà epsilon carré. Et donc, le terme d'ordre zéro, il n'y a pas de terme d'ordre zéro ici. Vous avez zéro. Et là, vous avez Q de F0. Donc, je vais avoir la première équation, Q de F0 est égal à zéro, ce qui veut dire que F0 est dans le noyau de Q, et donc, elle va s'écrire comme ρ fois F. Maintenant, pour l'ordre epsilon, je vais avoir Q de F1 est égal à V scalaire gradient X F0. Et pareil pour F2, je vais avoir cette équation-là. Donc, on suppose que l'opérateur Q est inversible sous certaines conditions, bien sûr. Évidemment, là, d'après ce que nous avons vu dans le slide précédent, Q n'est pas inversible puisqu'il contient déjà un élément dans le noyau. Donc, disons, modulo des conditions d'orthogonalité, etc., je peux inverser cette équation. Donc, F1, elle sera donnée par cette quantité. Sinon, la troisième équation, c'est une équation de ce qu'on appelle compatibilité. Si vous l'intégrez par rapport à V et vous utilisez le fait que l'intégrale de QF est égale à zéro, généralement les équations, les opérateurs que je considère, ils satisfont tous la, la conservation de la masse, c'est-à-dire ils sont tous d'intégrale égale à zéro. D'intégrale égale à zéro. Et donc, si on intègre la dernière équation par rapport à V, on obtient cette équation qui est là. Et donc, si je note par D, si je note par D l'intégrale qui est ici, et je vous rappelle que F0, elle est égale à ρ fois F. Et donc, si on prend un F qui est normalisé, c'est-à-dire d'intégrale 1, là, si vous intégrez F0 par rapport à V, l'intégrale, elle sera sur F et vous tombez sur ρ. Donc, si je note D par cette intégrale, si je reviens ici, cette équation, elle sera exactement donnée par l'équation qui est là. Et ça, c'est exactement une équation de diffusion où D, c'est la matrice de diffusion. Bon, juste pour simplifier, vous pouvez imaginer que D, c'est une constante kappa fois l'identité. Et si la matrice D, c'est une constante kappa fois l'identité, vous allez trouver exactement l'équation de la chaleur qui est ici. Donc ça, c'est un développement formel qui vous permet de dériver l'équation de la chaleur à partir d'une équation cinétique linéaire avec un opérateur qui satisfait certaines conditions. Sinon, là, je vais citer quelques références. Donc, en gros, on distingue deux classes d'équilibre. Donc, vous avez les équilibres gaussiens, c'est-à-dire donnés par une gaussienne, l'exponentielle de moins une constante fois v carré, le tout multiplié par une constante. Donc, c'est des équilibres qui décroît très rapidement. Donc, il y a deux classes d'équilibre, les équilibres gaussiens et les équilibres à queue lourde, c'est-à-dire à décroissance polynomiale. Vous avez une décroissance très lente pour les grandes vitesses. Pour les équilibres gaussiens, il est, en fait, c'est classique et il est bien connu que c'est de diffusion classique, c'est l'équation de la chaleur qu'on obtient comme équation pour ρ avec l'échelle en temps classique donnée par θ epsilon égale à epsilon carré. Donc, vous pouvez justifier les calculs précédents rigoureusement et vous pouvez montrer que pour un équilibre gaussien, vous avez f epsilon qui converge vers ρ fois f, où ρ satisfait cette équation, et grand F, c'est l'équilibre, et la convergence a lieu dans l'espace à l'infini en temps, L2 en espace. Voilà. De plus, le coefficient de diffusion, donc il est donné par l'intégrale précédente, et elle est équivalente à l'intégrale que j'ai écrite ici. Alors, nu ici, c'est le facteur de petit f dans l'équation pardon, nu ici, c'est le facteur de f dans l'opérateur Q. Imaginez, alors, pour le cas de Fokker-Planck, le nu, vous l'imaginez comme v à la puissance moins 2, juste pour simplifier. Sinon, dans le cas de Boltzmann linéaire, le nu, ça s'appelle la fréquence de collision et il est donné ou elle est donnée par l'intégrale de sigma
fois grand R par rapport à la variable V'. Et donc, le nu va dépendre, dans le cas de Boltzmann linéaire, nu va dépendre des propriétés de sigma. Donc, pour sigma qui est borné, vous allez avoir un nu qui est borné. Pour sigma qui tend vers 0, pour v tend vers l'infini, le nu va tendre vers 0 à l'infini, etc. Donc, le nu ici dépend de sigma dans le cas de Boltzmann linéaire. Sinon, dans le cas de Fokker-Planck, vous pouvez le voir comme v carré, v-2, pardon. Sinon, pour la suite, pour simplifier, vous pouvez oublier ce nu. Et là, vous pouvez imaginer cette quantité comme v puissance 4. Juste pour simplifier, on va se placer sur un seul modèle et vous pouvez imaginer que d, c'est l'intégrale, c'est comme l'intégrale de v puissance 4 fois f. Voilà. Donc, la première référence ici, c'est pour le cas de Fokker-Planck. Et la deuxième référence, c'est pour le cas de Boltzmann linéaire. Sinon, dans le cas d'équilibre à queue lourde, c'est-à-dire pour des équilibres qui décroît polynomialement, avec une puissance bêta, il est montré que c'est toujours l'équation de diffusion classique qu'on obtient à la limite tant que l'intégrale qui est ici est bien définie. Donc, pour le cas de Fokker-Planck, ça correspond à bêta supérieur à d plus 4, car vous avez un v à la puissance 4 ici, vous avez un v à la puissance 4 fois f. Donc, dans le cas où cette intégrale est finie, c'est toujours de la diffusion classique qu'on obtient avec l'échelon temps classique θ epsilon donné par epsilon carré, etc. Sinon, dans le cas où l'intégrale définant, pardon, l'intégrale qui définit d devient infinie, c'est-à-dire dans le cas critique, c'est-à-dire le cas, par exemple, où bêta est égal à d plus 4, là, c'est aussi de la diffusion classique qu'on obtient, mais avec une échelle en temps anormale. En fait, une échelle en temps qui fait intervenir une correction en epsilon donnée, et cette correction, elle est donnée exactement par le log de epsilon. Et dans ce cas-là, l'intégrale qui définit le coefficient de diffusion, elle est définie dans ce cas critique-là par, disons, une valeur principale, comme une limite quand epsilon tend vers 0. Sinon, il est montré que ce soit dans le cas de Boltzmann linéaire ou pour Fokker-Planck très récemment, que c'est de la diffusion fractionnaire qu'on obtient dans le cas où bêta est très petit, c'est-à-dire dans le cas où cette intégrale est infinie. Dans le cas où cette intégrale est infinie, cette échelle en temps n'est plus valide, elle n'est plus bonne. Et donc, ça revient à chercher une nouvelle échelle en temps qui vous donne quelque chose de bien défini et qui a un sens à la limite. Et donc, dans le cas des bêtas très petits, là, bêta supérieur à d, c'est juste pour avoir un équilibre intégrable. Sinon, pour cette phase de bêta, c'est de la diffusion fractionnaire qu'on obtient avec cette échelle en temps, qui dépend de bêta, qui est la décroissance de votre équilibre F. Alors là, j'ai cité plusieurs références, parfois pour le même problème, mais avec des méthodes complètement différentes. Là, les deux premières, là pour la première, Meullet, Michler, Mouot, c'est via une approche basée sur la transformation de Fourier-Laplace. Donc, c'est une méthode d'analyse. Sinon, c'était juste quelques mois après. Alors, les articles cités ici sont par ordre chronologique. Parfois, les dates semblent inversées, mais c'est par rapport à l'ordre d'acceptation des papiers. Alors, sinon, juste pour la deuxième référence pour Boltzmann, c'est c'est par une approche purement probabiliste basée sur les chaînes de Markov, etc. Dans le cas de Fokker-Planck, c'est plus compliqué. On ne peut pas traiter tous les paramètres à la fois. Donc, pour le cas de Boltzmann linéaire, on traite tous les cas qui correspondent à bêta à la fois. Par contre, dans le cas de Fokker-Planck, les résultats ont été obtenus séparément et par des méthodes complètement différentes. Donc, pour le cas, disons, le plus simple ici, ça a été obtenu par Elissard et Nasreddine et Marjolin Puyol. Dans le cas critique, c'est toujours de la diffusion classique par une approche probabiliste ici. Sinon,
Là, ça a été obtenu très récemment par Gilles Lebeau et Marjolin Piel en dimension 1 via une approche spectrale, disons, un peu particulière. Et pendant ma première année de thèse, par une approche purement probabiliste par Nicolas Fournier et Camille Tardif. Donc, ça a été démontré d'abord en dimension 1. Ils ont retrouvé exactement le résultat de Lebeau-Puel. Et puis, ça a été généralisé à n'importe quelle dimension supérieure à 2. Et sinon, vers la fin de ma troisième année de thèse, le résultat a été trouvé par une approche d'analyse par Émeric Voin et Clément Mouot. Et heureusement que leur approche est complètement différente à la nôtre. Donc, moi, dans cette présentation, je vais surtout me concentrer sur cette phase de bêta en généralisant et améliorant la méthode de Lebot-Puel afin de retrouver le résultat de division fractionnaire. Sinon, la méthode que nous avons développée ici, elle est valable pour les autres cas de bêta. Donc, c'est juste qu'on s'intéresse à cette phase-là, qui est la plus compliquée. Pourquoi? Parce que pour cette phase de bêta, il n'y a pas ce qu'on appelle un trou spectral. Il n'y a pas de trou spectral pour l'équation de Fokker-Planck. Il n'y a pas aussi de trou spectral pour l'équation de Boltzmann linéaire dans le cas d'une section efficace sigma qui tend vers 0 à l'infini. Mais pour le cas de Boltzmann linéaire, c'est pas très grave parce qu'on arrive quand même, on réussit à traiter ce problème-là sans le trou spectral. Alors, ce que je veux dire par le trou spectral, dans le cas de Fokker-Planck, c'est-à-dire on n'a pas d'inégalité du type point carré, mais on a plutôt une inégalité du type hardy point carré. Là, vous n'avez plus la même mesure. Là, vous avez un poids qui intervient dans l'inégalité à gauche. Alors, le trou spectral, en quelque sorte, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en quelque sorte, ça mesure la distance avec votre noyau, la distance entre l'opérateur et votre noyau. Là, c'est comme si vous regardez à quel point les éléments de noyau sont loin de l'opérateur Q. Mais là, le fait que nous n'avons pas la même mesure, ça complique les choses et ça rend le passage à la limite dans la formulation faible de l'équation cinético-scalée beaucoup plus difficile. Sinon, en plus de cette difficulté d'absence de trou spectral, il y a un autre point qui complique les choses, c'est que, alors, pour l'opérateur ou pour l'équation de Boltzmann linéaire, si vous prenez la formulation faible, vous pouvez passer à la limite dans cette formulation. En fait, vous pouvez traiter les termes séparément. On peut décomposer l'opérateur en deux morceaux. On peut dire que le terme qui correspond à l'advection, c'est-à-dire ypsilon v scalaire gradient x, on peut dire que ce terme il converge vers un morceau du Laplacien fractionnaire. Un morceau de l'opérateur, il converge vers la Laplacien fractionnaire. Un autre morceau, il converge vers zéro. En fait, on peut traiter les termes séparément. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas dans l'équation de Fokker-Planck. Pourquoi? Parce que dans l'équation de Fokker-Planck, tous les termes participent à la limite. Si vous regardez l'équation, il n'y a pas de terme, on ne peut pas dire que ce terme est plus fort que ce terme ou ce terme est plus faible que ce terme. Tous les termes peuvent avoir le même ordre. Par exemple, si vous prenez un V qui est proche de ypsilon puissance moins un tiers, tous les termes de l'opérateur sont du même ordre et ils sont de l'ordre ypsilon puissance 2 tiers. Parce que vous avez Laplacien qui est d'ordre 2, vous avez un potentiel qui est d'ordre 2, et vous avez ypsilon fois V qui va être d'ordre 2 avec ce scaling-là, etc. Et donc, pour cela, comme tous les termes participent à la limite, nous allons regarder tous les termes de l'opérateur comme un seul bloc. Et donc, c'est de là que vient l'idée de problème spectral. Alors, dorénavant, je vais considérer que l'opérateur de Fokker-Planck, que je vais noter QFP. Donc, on prend l'équation de Fokker-Planck et on applique la transformée de Fourier par rapport à la variable spatiale. En fait, l'opérateur de Fokker-Planck, il agit uniquement sur la variable vitesse. Et donc, si je fais la transformée de Fourier en espace, je peux la faire entrer à l'intérieur. Et donc, l'équation de Fokker-Planck en Fourier, elle est donnée par cette équation-là. Sinon, ce qui est classique
ce qui est naturel, si on veut passer à la limite afin d'avoir une équation sur O, on multiplie par une fonction test phi, on intègre et on passe à la limite. Mais là, c'est très compliqué. On peut pas passer à la limite dans les termes séparément. Le passage à la limite ici est très compliqué, ici est très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle la méthode des moments. Donc, c'est quoi la méthode des moments? C'est une méthode qui consiste à faire une correction sur la fonction test. Donc, au lieu de prendre une fonction test phi, on va prendre une fonction test qui dépend de epsilon et qui satisfait un problème auxiliaire et que ce problème auxiliaire rend le passage à la limite vraiment très simple. Et à la limite, on récupère notre fonction test phi. Et donc, ici, l'idée clé, c'est de prendre comme une fonction test adéquate une simple fonction test multipliée par la fonction propre de l'adjoint de cet opérateur. Donc, vous regardez ça comme un opérateur. Donc, vous prenez son adjoint par rapport à... L'adjoint, c'est juste par rapport à ça. Donc, vous prenez la fonction propre associée à cet opérateur. On va la noter par f epsilon xi. Et notre fonction test corrective, elle sera donnée par cette fonction test-là. Et donc, si on résout le problème spectral, qui est notre problème auxiliaire pour la fonction test, si on résout ce problème spectral, la limite de diffusion, elle devient très facile. Pourquoi? Alors là, bon, les notations sont un peu horribles, mais n'inquiétez pas, vous ne les gardez pas, je vais simplifier les notations par la suite et on va traiter un problème, disons, plus simple en termes de notation. Sinon, là, l'objectif, c'est à epsilon fixé, à xi fixé, donc à epsilon fixé et à xi fixé, on résout ce problème spectral. Donc, vous avez un opérateur ici. F star epsilon xi, c'est la fonction propre. Et mu epsilon xi, c'est la valeur propre. Donc, si on résout ce problème spectral, la limite de division devient très facile. Pourquoi? En effet, si vous multipliez cette équation par la fonction propre et vous l'intégrez par rapport à V, vous obtenez la première égalité qui est ici. Donc, vous utilisez le fait que f star, c'est la fonction propre associée à cet opérateur. Donc, on va remplacer ça par mu fois f star. Et donc, si la valeur propre, elle se comporte à une constante multiplicative près, comme epsilon puissance alpha fois module de xi puissance alpha, et si votre fonction propre converge vers l'équilibre de l'opérateur adjoint, parce que là, si epsilon tend vers 0, ce terme-là, il tend vers 0, et c'est comme si la fonction propre, on a l'impression, ou naturelle, elle va, on va dire, Mais est-ce que oui, je peux interrompre pour juste une seconde. Donc, ça correspond à quoi le epsilon xi en module? Donc, ça c'est c'est comment tu notes la fonction propre de ton opérateur modifié par le terme transport, ou bien euh, ça veut dire quoi en termes de notation? en Ou fait, bien, ça, c'est la notation de la fonction propre associée à la modification du Q star FP par le terme transport, c'est ça? en fait, j'ai mis le module ici, je pensais que ça va simplifier, en fait, parce qu'on va montrer que mu, c'est comme une puissance de ce qui est à l'intérieur. En fait, pourquoi j'ai mis le module, ta question, c'est pourquoi j'ai mis le module Non, à... non, non. Ma question, c'est plutôt sur la notation de F star, la fonction propre. C'est ça, je ne Oui, me trompe pas. Donc, le F star, là, tu j'ai mets mis le star, c'est en juste indique. pour dire que Oui, c'est la fonction propre. Là, je oui, comprends. c'est la fonction propre. J'ai mis le star parce que là, j'ai l'adjoint de l'opérateur, c'est tout. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais juste, ce que je veux dire, c'est que la fonction propre, c'est indexé par epsilon module de star, c'est ça? Bien sûr, Ouais, parce que ça dépend de epsilon et xi. voilà, c'est juste. Donc, ma question, c'est que. Donc, tu dis que la fonction. Ça, c'est la fonction propre de l'opérateur QF star, Oui, QFP star, plus epsilon fois le terme transport, c'est ça? exactement. Je prends le terme d'advection en considération. D'accord. Et donc, la fonction propre de cette somme, c'est ce que tu notes par F star. Exactement.
Exactement. Tu dis que quand y tend vers 0, ce machin va tendre exactement vers la fonction propre de f, de q star fp, c'est ça? Plutôt va vers l'équilibre de ça. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, c'est ça ma question. Là, a Merci. priori, c'est formel. C'est juste ça pour vous donner une intuition. Donc, si ici on tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc, on a l'impression que f star qui est ici, ça tend vers le noyau de q star. Là, c'est juste intuitif. Et le noyau de l'adjoint, c'est égal à 1. En fait, le noyau de l'adjoint, c'est égal à 1. Et en fait, si on arrive à, plutôt, si on a mu de epsilon module de xi qui se comporte comme cette puissance-là, à une constante multiplicative près, et si on arrive à montrer que la fonction propre, elle converge vers 1, disons dans un espace convenable, alors l'intégrale qui est ici, elle va converger vers l'intégrale de f chapeau, qui est ρ chapeau, exactement. Et donc, on va obtenir ici ρ chapeau, et là, on va obtenir la dérivée de ρ chapeau. Et si plutôt, dans ce cas-là, si on choisit θ epsilon égale à epsilon puissance alpha, le rapport qui est ici, il va tendre vers kappa module de xi puissance alpha. Donc, je répète, si la valeur propre, elle se comporte comme cette quantité, et si la fonction propre converge vers cette fonction-là, on récupère cette équation à la limite, au sens des distributions. Donc là, quitte à multiplier l'égalité qui est en haut par phi et l'intégrer en espace, etc. Donc on récupère cette équation au sens de distribution. Et cette équation, c'est exactement l'équation de diffusion fractionnaire. En fait, le xi puissance alpha, c'est exactement le Laplacien fractionnaire écrit en Fourier. En fait, ça, c'est le Laplacien fractionnaire, je n'ai pas parlé de ça avant. Vous pouvez l'imaginer comme une généralisation naturelle du Laplacien classique. Laplacien classique, ça correspond à alpha est égal à 2 dans ma définition qui est tout en bas, qui est ici. Donc, pour alpha égal à 2, vous obtenez le Laplacien classique et la transformée de Fourier du Laplacien, elle vous donne xi carré. Et donc, si vous prenez alpha sur 2, la transformée de Fourier, ça sera xi puissance alpha. Et donc, le Laplacien fractionnaire, on peut le définir comme étant Fourier inverse de xi alpha fois Fourier de la fonction. Et pour le Laplacien fractionnaire aussi, il a une dizaine de définitions qui sont toutes équivalentes. Et donc, là, j'ai donné la première définition en termes de Fourier. Sinon, j'ai donné ici la deuxième définition car elle est importante en termes d'interprétation physique. Donc, on peut montrer que le Laplacien fractionnaire, il est donné par une intégrale singulière. C'est une valeur principale. Là, c'est juste une constante qui dépend de la puissance et de la dimension. Et en fait, le fait qu'on a un opérateur singulier ici, un opérateur intégral singulier, ça s'appelle on dit que c'est un opérateur non local. On dit que c'est un opérateur non local. Et ça donne un sens à ma limite de diffusion. Pourquoi? Parce que dans le cas où vous avez un équilibre gaussien, ça décroît très vite et ça tue les grandes vitesses. Comme ça tue les grandes vitesses, il vous reste uniquement les petites vitesses. Vous avez que les petites vitesses qui participent à la limite, et donc vous avez un truc local. Et si vous avez un truc local, c'est logique d'avoir une limite qui est donnée par un opérateur local. Donc le Laplacien, c'est quelque chose de local. Donc dans le cas gaussien, vous récupérez la diffusion classique, qui est une équation locale. Vous avez un Laplacien. Mais dans la diffusion fractionnaire, vous obtenez quelque chose qui est non local. Et ça revient à la nature de l'équilibre. Pourquoi? Parce que si vous considérez des équilibres à queue lourde, c'est-à-dire qui décroît lentement, même si à l'infini, f de v tend vers 0, mais ça tend vers 0 très lentement. Et le fait que les vitesses décroît lentement, ça donne une chance aux particules qui sont loin de rentrer en collision. Ça donne une chance aux particules qui sont loin de rentrer en collision. Et donc, ça néglige pas les grandes vitesses, malgré que ça tend vers 0, mais ça néglige pas ce qui est loin.
d'où l'apparition d'un opérateur non local. Donc ça, c'est comme ça que Juste une j'interprète. question, la puissance fractionnaire, c'est au sens de puissance fractionnaire de n'importe quel opérateur, non? Là, Les puissances fractionnaires de Laplacien, euh, c'est au sens de définition d'une puissance fractionnaire d'un opérateur linéaire. Est-ce que c'est la même chose que celle qui est donnée par la définition de la résolvante? là, Les puissances fractionnaires d'un opérateur. oui, 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 oui. Il y a une définition équivalente, oui. Il y a une définition équivalente dans le cas où vous avez un opérateur auto-adjoint. On peut lui associer des valeurs propres positives et donc on définit la puissance fractionnaire comme étant une puissance fractionnaire sur les valeurs propres. C'est ça ce que... Non, pas forcément auto-adjoint. C'est-à-dire que ça se définit par une intégrale de la résolvante sur un contour qui contient le spectre de l'opérateur. Ah, je ne connais pas cette définition. On peut Peut-être. même, Ouais. non, tu connais pas. On peut même Non. définir des puissances complexes ou imaginaires, A puissance Z, par exemple, pour un Z complexe. Ok. Non, c'est, Je connais la définition de puissance fractionnaire d'opérateurs, mais uniquement les opérateurs qui sont auto-adjoints. ah non, Sinon, non, non, ça dépasse ce cadre, même des opérateurs non bornés, même, ok. non auto-adjoints. Ok, je OK. ne connais pas cette définition, mais ça se peut qu'il y a une Ça définition. soit la même chose. Oui, Ouais. oui. Parce que là, il y a vraiment une dizaine Voilà. de définitions pour le Laplacien fractionnaire. Mais sinon, je ne OK. connais pas cette définition. Merci pour la remarque. Bah, le premier qui a travaillé, enfin, c'est ancien, c'est un article de Komatsu dans Fractional Powers of Operators. Ok, je vais regarder Voilà. ça plus tard. Merci beaucoup. Voilà. Je t'en prie. Donc voilà, on a bien un opérateur non local et il a un sens physique. En fait, c'est lié à la nature de l'équilibre. Ok, là, avant de citer les principaux résultats, je vais juste faire un changement d'inconnu qui me permet de travailler avec un opérateur auto-adjoint dans L2 et je vais simplifier les notations. Donc, alors, je vais me placer dans cette phase de bêta, c'est-à-dire les bêtas qui sont inférieurs à des plus 4. Ça, c'est juste pour... c'est ça le cas qui nous intéresse. Sinon, la méthode que je vais présenter dans la deuxième partie, elle est valable pour les autres bêtas supérieurs. Alors, dans les références que j'ai citées, à part la référence des probabilistes, ils travaillent tous avec un équilibre. Dans le cas des équilibres à queue lourde, ils travaillent tous avec un équilibre donné explicitement et donné par cette formule-là. C bêta au carré, c'est juste une constante de normalisation afin d'avoir l'intégrale de f est égale à 1. Sinon, ce que je note par le crochet japonais de v, c'est juste la racine carrée de 1 plus la norme de v au carré. Donc, on va travailler avec un équilibre donné explicitement. Alors, pour le changement d'inconnu, je vais poser M, le nouveau équilibre, qui est donné par la racine de l'ancien équilibre. Et donc, si F est dans L1, M, il sera dans L2. L2, c'est un bon espace pour travailler. Et sinon, je vais changer l'inconnu. F epsilon, je vais la poser comme G epsilon chapeau fois M. Voilà. Et donc, l'équation de Fokker-Planck écrite en Fourier, après ce changement d'inconnu, elle sera donnée par cette équation-là. Sinon, je reviens ici, pour le epsilon de xi, vous multipliez et divisez par module de xi. D'accord? Là, j'écris ça comme epsilon fois module de xi fois v scalaire, le vecteur unité xi sur module de xi. Donc, je vais juste introduire le module de xi. OK, ça c'est pratique. Sinon, ce qu'il faut garder en tête, vous pouvez maintenant, pardon, oublier toutes les notations précédentes et garder en tête juste le problème spectral qui est en bas. Donc, votre équation signifie qu'elle devient cette équation-là. Je vais noter par Q tout simplement l'opérateur qui est ici. Donc, M, c'est le nouveau équilibre. Il satisfait Q de M est égal à 0. W ici, c'est une fonction définie, donnée explicitement, puisque l'équilibre est donné explicitement. Donc, c'est donné par
cette quantité, et elle se comporte comme une constante sur v puissance 2 à l'infini. Sinon, le problème spectral de tout à l'heure, il devient le problème spectral suivant. Donc, vous avez moins Laplacien plus sa potentielle, plus un terme d'advection. Un mu état, c'est la fonction propre, et mu, c'est la valeur propre. Et donc là, on va chercher des fonctions propres qui sont dans L2. Et donc, l'objectif, c'est de résoudre ce problème spectral, c'est-à-dire montrer l'existence d'une fonction propre et une valeur propre. Ensuite, montrer que la fonction propre, elle converge vers l'équilibre, c'est-à-dire quand ça tend vers 0, elle converge vers l'équilibre M dans L2. Et ça revient aussi, ou plutôt, ce qui nous reste aussi, c'est étudier le comportement de la valeur propre pour état assez petit. Taman, Voilà. juste Oui, une petite question. Donc, le nouveau problème spectral SP, c'est oui, plus ou moins, si je comprends bien, c'est plus ou moins équivalent au problème spectral précédent, mais mesuré dans un espace L2 à poids. exactement. Je peux regarder ça comme ça? Tout à l'heure, il était dans L2 à poids et là, il est dans L2. Voilà, ok, d'accord. Merci. Oui, là, on est dans L2, sans poids. Alors, ce problème spectral a été résolu pour la première fois très récemment par Gilles Lebeau et Marjolin Puyol, et c'était en dimension 1 par une méthode qui était basée sur la reconnexion de deux branches. En fait, ils ont construit une branche sur 0 plus l'infini par des arguments de points fixes, etc. En fait, c'était en dimension 1, ils avaient pas mal de calculs explicites, ils ont obtenu pas mal d'informations sur la fonction propre, etc. Donc, c'était vraiment très bien étudié. Ils ont même calculé le coefficient de diffusion explicitement. Donc, ils ont construit une branche sur 0 plus l'infini. Ensuite, ils ont construit une branche sur moins l'infini 0. Ensuite, ils ont recollé les deux branches. Et afin de recoller les deux branches, il avait une contrainte à satisfaire. Et pour cette contrainte-là, ils ont utilisé un théorème de fonction implicite afin de recoller les deux solutions. Et leur méthode, ou cette méthode, elle est très difficile à adapter en dimension supérieure. En fait, j'ai passé pas mal de temps en essayant de généraliser ou adapter cette méthode en dimension supérieure, mais ça pose beaucoup de problèmes parce que déjà en dimension supérieure, vous n'aurez plus de problème de connexion d'une fonction en un point, mais vous aurez un problème où vous aurez une EDP avec un problème au bord. Un problème à bord, et ça revient pas à reconnecter non seulement la fonction en un point, mais ça revient à connecter ou à, oui, ça revient à connecter tout un opérateur différentiel, etc. Et ça, c'était vraiment dur. Donc, c'était très difficile à adapter en dimension supérieure. Ce qui nous a poussé, avec Marjolin, ce qui nous a poussé à chercher une autre méthode en dimension 1, une méthode alternative, d'abord en dimension 1, qui évite ce problème de recollement et qui est facile à adapter en dimension supérieure. Donc, nous avons résolu ce problème d'abord en dimension 1 avec des méthodes de DO, parce que là, ça devient une dérivée seconde et on peut faire les calculs à la main. Et puis, nous avons généralisé cette méthode en toutes dimensions avec des outils d'EDP afin d'avoir le résultat suivant. Donc, pour cette pour cette phase de bêta, pour chaque état assez petit, il existe un unique couple de valeurs propres et fonctions propres associées à l'opérateur de Fokker-Planck. De plus, votre fonction propre, elle converge dans H2, mais L2 suffit. L2 nous suffit. Donc, il existe un unique couple de fonctions propres, valeurs propres. La fonction propre, elle converge vers l'équilibre dans L2 ou dans H2. Et la valeur propre, elle est dans le disque de rayon état de tiers lambda 0 assez petit. De plus, la valeur propre, elle est comme une puissance de état à une constante multiplicative près. Et la puissance, elle est donnée par bêta moins d plus 2 sur 3, où bêta, c'est le paramètre qui apparaît dans la décroissance qui apparaît dans la définition de l'équilibre. De plus, la constante kappa ici,
elle est strictement positive et elle est donnée par l'intégrale qui est ici. En fait, on arrive à la déterminer, pas explicitement, mais semi-explicitement. Alors, H0 ici, H0, c'est la limite de la fonction propre rescalée. H0, c'est la limite de la fonction propre rescalée. S moins gamma, c'est la limite de l'équilibre rescalé. Je reviens en notation. Si f, c'est comme v puissance moins bêta, la racine de f, qui est m, ça sera comme v puissance moins gamma, puisque j'ai posé bêta est égal à 2 gamma. Donc, ça, c'est la limite de l'équilibre scalé. Ça, c'est la limite de la fonction propre scalée. Et 2 fois la partie imaginaire, ça vient juste de la symétrie. De plus, H0, c'est l'unique solution de cette EDP sous les conditions qu'elle satisfait bien dans notre cas, sous les 2 conditions qui sont ici. Donc, avec ce résultat-là, on peut justifier rigoureusement les calculs précédents et on peut dire que pour une donnée initiale F0 pour la solution de Fokker-Planck qui est dans L2 à poids, L infini à poids, la solution F epsilon de l'équation cinétique de Fokker-Planck, elle converge faiblement étoile vers ρ fois l'équilibre F. Elle converge faiblement étoile dans L infini en temps, L2 en espace, L2 à poids. Et de plus, la fonction ρ, elle satisfait l'équation de diffusion fractionnaire qui est ici. Et là, en fait, ces travaux ont été obtenus indépendamment aux travaux des probabilistes Fournier et Tardif et Bouin et Mouot. Donc, pour eux, l'objectif, c'était de démontrer ce résultat-là. Mais nous, c'était via une approche spectrale. Donc, nous avons résolu le problème spectral. Et puis, comme conséquence directe, nous avons obtenu ce résultat-là. Voilà, je pense que c'est tout pour la première partie. Bon, très bien. Merci beaucoup, Ahmed, pour la première partie qui était très claire et j'ai bien appris les choses.